Bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme d'habitude, notre petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas ce sont des conseils sur notre chaîne, mais juste des échanges entre passionnés. Et puis pour vous rappeler un peu ce que nous avons dans notre boutique avec les produits Michael, Tino et les produits Trado. Et on se retrouve avec nos trois mousquetaires, comme tous les 2 mois en fait, hein. La dernière fois c'était à Barcelone où on avait fait un chouette séminaire en fait, hein. C'était très très bien passé. Donc on se retrouve avec Richard. Bonjour Richard, ça va? Salut, salut, bonjour à tous. Pierre d'Active Trade. Bonsoir Pierre, ça va? Bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Très content de tous vous retrouver. Toujours un plaisir, comme d'habitude. Et Xavier. Salut Xavier, comment vas-tu? Salut, salut, ça va en direct de ma chambre familiale pour les vacances de Noël. Bah, très content de tous vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Ouais, donc la dernière fois on était tous ensemble à Barcelone, hein. C'est sympa parce qu'il y avait Tino, il y a eu Adrien? Christophe qui est rentré, Adrien aussi, donc c'était un peu décousu, mais bon, on était à la fin des masterclass et puis on voulait un peu décompresser, mais bon, j'espère que vous avez quand même apprécié notre vidéo. Alors qu'aujourd'hui, on est chacun chez soi, moi en Espagne, Richard en France, Pierre en Angleterre et Xavier en Suisse, à moins Ah que non, depuis ma chambre, depuis ta chambre. cette On fois-ci. a... Il est en France. En France depuis ma chambre familiale, comme je disais, mais D'accord. on est là quand même. Ok. Donc, on va essayer, comme d'habitude, de vulgariser un peu ce qui se passe sur les marchés au niveau géo, macro et analyse des marchés, en focalisant un peu prenant les choses d'un angle un peu différent, un angle un peu, on va essayer de voir ce qu'il y a vraiment sous le tapis. On va pas faire du BFM en fait, hein, voilà. Donc, on va commencer à faire un petit débrief sur 2022, un petit rappel. On fait une mèche haute le 4 janvier, on fait une mèche basse le 31 décembre, donc c'est pas top top hein, cette année au niveau des indices, au niveau des marchés. On a eu 2 rebonds et demi, on va dire, un rebond vers le mois de mars, un gros rebond pendant l'été du 15 juin au 15 août, et puis le dernier qu'on a eu là, octobre, fin novembre. Et là, Ouais. depuis, on retrace, on retrace. Au niveau macro-géo, on a eu la Russie qui rentre en Ukraine. Donc ça a fait dégueuler les marchés. Mais il faut bien que l'on se rappelle que les marchés avaient commencé à descendre avant l'invasion de l'Ukraine, hein. Donc ce serait plutôt un accélérateur de la baisse plutôt qu'un déclencheur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Complètement d'accord. tout à fait. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a eu la récession aux US, l'inflation. L'inflation, oui, tout à fait, oui, absolument. L'inflation. Ça La a tenu pas récession mal de officiellement, monde. pas encore. Pas encore officiellement la récession. Pas encore, mais on va en Et, discuter. et- et peut-être jamais d'ailleurs, On va s'ils on va arrêtent en pas de changer les parler. définitions. Ouais. On va en parler. La hausse des taux, la fin des quantitative easing. En fait, on a juste changé le nom, c'est pareil aussi, hein. On continue à racheter des actifs, mais on l'appelle pas la même chose. Qu'est-ce qu'on a eu encore On a la Chine, La les Chine. problèmes du secteur immobilier, la Covid-0, Ouais. voilà. Donc, on est en train de changer justement de politique un petit peu en Chine. On a ce qui se passe au Moyen-Orient, même si bon, ça prend plus des dimensions plus politiques qu'autre chose. Encore on pourrait aussi se questionner un petit peu sur l'implication d'autres superpuissances. J'ai vu notamment, pour parler tout de suite un petit peu de ce qui se passe en Iran, que Elon Musk avait envoyé 100 Starlinks en Iran pour fournir un accès Internet. Enfin, voilà, il y a Hmm. des choses qui se passent. Donc c'est vrai que ça a été une année assez, Ouais. assez bien chargée sur tous les plans, hein. Elon On a Géopolitique, perdu Musk macro. la Coupe du Monde. Elon Musk qui a racheté Twitter et Oui, qui est parti là parce exact. qu'il a fait un sondage et qui part 3 mois après. Alors j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il est venu, il a redonné son compte à Trump et il repart. Enfin, non? Ah, mais en fait, il est en train
Sur Twitter, ce qui se passe, c'est que c'est ce qui a un petit peu induit le. On a l'impression que c'est un peu un achat d'un gamin trop gâté, quoi. C'est-à-dire, il s'est fait un petit cadeau de Noël avant l'heure. Et le problème, c'est que maintenant, il y passe trop de temps et il passe un peu moins de temps sur sa priorité qui est censée être Tesla. Et puis, depuis, enfin, ce SpaceX, etc. Et puis, depuis, Tesla se pète la gueule en bourse et ça a encore accéléré là ces dernières semaines. Du coup, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde si Elon Musk se cassait un petit peu de Twitter On retire, ouais. et s'occupait de ce dont il doit s'occuper. Tesla, c'est les voitures qui brûlent, c'est ça? Tesla, c'est les boîtes de conserve électriques là. Ouais. Et c'est celles qui polluent pas, sauf en été quand on les recharge avec les groupes électrogènes sur l'autoroute. C'est exactement ça. D'accord. Énorme. Non, c'était juste pour reconstituer. Ça va être une belle émission. Ouais. Je le sens. Ouais, c'est clair. Ouais, alors, ferme Ça la finit en parenthèse. feu d'artifice là. Ouais. Non, mais par Ah. contre, alors, je suis désolé, vu qu'on en parle, voilà, je vais continuer là-dessus. Elon Musk, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je, je, je vois les choses comme vous. Je suis assez d'accord avec l'analyse que tu viens de faire, Xavier, c'est-à-dire que il délaisse en fait un petit peu ses activités chez SpaceX, chez Tesla surtout, par rapport à Twitter. Là, on voit que il a fait son sondage sur Twitter pour nommer un nouveau CEO, apparemment. Moi, je pense quand même si effectivement ça ressemble à un achat, un petit cadeau de Noël avant l'heure, c'est quand même un achat à 44 milliards de dollars. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de suite dans les idées, notre ami Elon Musk, avec ce qu'il a fait avec Twitter? Est-ce que voilà, là, parce que j'entends les gens dire un petit peu sur la toile qui s'est planté, que voilà. Est-ce que la vérité se trouve pas un petit peu ailleurs par rapport à tout ça? Et puis pour revenir aussi, pour rebondir sur Tesla, bon, Tesla, ça fait quand même, ça fait des mois, voire même des années, hein, qu'on dit que c'est des niveaux de valuation qui sont exacerbés, que c'est la limite d'être une bulle, que là, Il l'action. gagne de l'argent, Tesla, ou pas encore? Ouais, un petit peu. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais est-ce que finalement l'action retourne pas, et serait pas en train de retourner sur des seuils un peu plus naturels, j'allais dire est-ce que voilà. Mais même encore maintenant, enfin, je sais pas, c'est tellement surval. Enfin, en fait, moi j'ai l'impression que ce qui est pricé sur Tesla, c'est que on price un monde voilà, de la voiture électrique avec Tesla en big leader, sans concurrence et tout à côté. Je veux dire, même encore maintenant, enfin, je veux dire, Tesla, ça vaut 350 milliards, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est ouais. 350 milliards. Je sais pas combien ils ont vendu de bagnoles cette année, mais je veux dire, ça reste assez anecdotique par rapport à des constructeurs. General Motors ou Plus, voilà plus des gros groupes. plus classique et moi je pense même que on a quoi, on a moins 70% depuis les plus hauts sur Tesla. Moins 60 Il y a ouais un truc comme ça, il y a des moins chances 70 cette année. moins 70 cette année. Il y a Ouais. des chances que ce soit peut-être que le début quoi. Enfin, je veux dire si vraiment on arrive dans une période où c'est un petit peu comment dire, où on remet les pendules à l'heure en quelque sorte. Bah moi je trouve que fondamentalement C'est un bail alors pour toi. de quoi? C'est une opportunité de rentrer là, la décote qu'on a sur Tesla. Non, au contraire, Ah, je pense que ça reste encore très cher. d'accord, ok. Je pense que c'était une archi-bulle qui est en train de se transformer en bulle plus petite. Pour moi, ça D'accord, reste. ok. Je te rejoins. Moi, pour rebondir sur ce qu'a dit Denis en introduction, c'est mon ressenti à moi. Je suis pas un expert non plus de ces questions-là, mais je voulais un petit peu savoir ce que vous pensiez. Les voitures électriques, de la fumisterie, quoi. C'est pas, je veux dire, franchement, c'est en termes de, on te vante ça, on te vante le côté écologique du truc. Quand on sait que ce que ça coûte justement, ce que ça consomme pour justement recharger ces voitures-là, est-ce que finalement le futur, ce serait pas plutôt vers de l'hydrogène ou des choses encore plus propres finalement que l'électricité elle-même? Si je peux Alors moi, juste. j'avais lu un truc, là, comme tu disais, justement, c'est Vas-y, qu'Denis, ouais. Une Clio d'il y a 20 ans, ça pollue moins qu'une voiture électrique quand on compte tous les métaux et toute la pollution qu'on prend pour les construire. Ouais. Hmm, Moi, surtout, je vais aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. On voit la voiture électrique comme étant, on entend beaucoup parler, comme étant voilà, le futur Eldorado, l'endroit où investir, etc. Mm. Le truc dont il faut vraiment avoir conscience, c'est que ça demande notamment des métaux précieux, des métaux rares, notamment du nickel, du lithium par exemple, pour fabriquer les matières, les batteries.
la demande comment dire, la demande va exploser dans les prochaines années et les prix devraient en théorie s'envoler en conséquence. Donc déjà, moi je me dis ça, je me dis ben, je vois pas comment on peut construire, voilà, être sur un secteur qui va être hyper rentable, quoi. Le secteur de la voiture électrique, je vois pas comment ils peuvent réussir à vendre, on peut réussir à vendre des voitures électriques très 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 rentables et vraiment avoir un secteur, disons, qui va être aussi performant financièrement dans les prochaines années, dans la prochaine décennie, tel qu'on l'entend aujourd'hui, quoi. Parce qu'on vraiment on a l'impression que c'est l'Eldorado, alors que, bah, en fait, au final, bah, construire, comme tu l'as dit, Pierre, construire une voiture électrique, c'est super cher et ça va probablement le devenir encore plus dans les années à venir, quoi. Parce que ces métaux, il faut aller les chercher. Je veux dire, ça demande, il faut les trouver, il faut faire de la recherche. Ensuite, voilà, il faut aller les chercher, il faut construire les mines. Ça prend des années, ça prend des ressources financières colossales. Et puis en plus, pour aller chercher tout ça, il faut de l'énergie. Et l'énergie aujourd'hui, c'est cher. Et puis Exactement. pour recharger, il faut de l'énergie aussi. Et Aussi. il faut, moi je suis dans un immeuble, une communauté d'immeubles, on voulait mettre des prises pour charger, et on nous a dit mais c'est de la folie le prix que ça coûte pour descendre de chez toi une prise pour charger une voiture, et on nous a dit non mais les gars, on va attendre pour voir ce que va dire le gouvernement pour savoir s'il faut faire, s'il faut pas faire. Donc on arrive à un moment où en fait les voitures électriques ça pollue pas, donc il faut s'en servir dans les villes, mais dans les villes on peut pas les recharger parce qu'il y a 4 bornes. Donc qui c'est qui a la voiture électrique? Le mec qui est à la campagne, mais à la campagne il n'y a pas de pollution, donc à quoi ça sert? Donc moi je pense qu'on a fait une transition écologique très très mal planifiée, et je vois vraiment pas comment on pourra s'en sortir. Donc Bah ouais, un peu à la ramasse, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait je dis très pas très que c'est mal rapidement. fait, hein, je dis que c'est très mal planifié, quoi. Bah, sûrement qu'on s'y est pris un petit peu tard, comme d'habitude, j'ai envie de dire, quand il s'agit de prendre décisions importantes à l'échelle mondiale. Mais après, moi, par contre, je vois plus une piste. Je me dis, bah, je prends les constructeurs européens et puis même américains qui dans l'histoire de l'automobile ont pas été les plus idiots, quoi, globalement. Et en fait, on se rend compte que ce qui se développe aussi beaucoup, c'est les véhicules hybrides. Donc, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas, disons, pendant quelques années, voilà, un accent qui va fortement se mettre sur le développement et l'utilisation de véhicules hybrides pour donner plus de temps à une transition, disons, énergétique vers du 100% électrique, qui pour moi est acté, voilà, par les politiques pour plein de raisons, donc qui va forcément se mettre en place un jour ou l'autre dans le temps. Mais est-ce qu'on passerait pas justement, voilà, par de l'hybride un petit peu plus massif, pour laisser un petit peu plus de temps au 100% électrique de se développer correctement et d'être moins problématique que ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Moi, j'avais entendu que l'hybride voulait être interdit par la communauté européenne parce qu'en fait, tu as deux moteurs. Tu as un moteur électrique et un moteur diesel. Et en fait, la voiture, elle pèse trop et elle pollue encore 2 fois plus. C'est ce que Ouais, j'avais entendu. il y a Donc, des, il y a- et en fait, l'hybride, c'est juste pour dire que des gens qui ont de l'argent peuvent continuer à rouler sur l'autoroute avec du diesel, quoi. Ça, je sais pas. Après, Et pour aller au je suis pas un centre-ville, non, mais expert. c'est ça. J'avais lu un truc. Si tu veux aller au centre-ville maintenant d'une ville, là, en Espagne, on est arrivé à partir de 2023, toutes les villes de plus de 50 000 habitants doivent avoir une zone de basse émission. Mm. Bon. Bon, enfin bref, c'est un sujet, Ouais. mais il y en a d'autres. Donc, on va rebondir là-dessus, hein, on va chambouler un peu le cours de l'émission. Donc, on parlait de Tesla. Donc, il y a Tesla et les autres GAFAM qui se trouvent pas très bien, Apple, etc. Est-ce que ça pourrait tirer vers le bas le Nasdaq l'an prochain? Bah, déjà, le bilan de l'année, c'est l'ensemble des GAFAM, hein. On va rajouter Tesla, hein. C'est 47% de baisse sur les six valeurs qui composent les GAFAM. Alors, on va peut-être les rappeler, hein. C'est Google, enfin Alphabet, c'est Meta? Apple, Ça, Facebook est devenu Meta Platform. Ensuite, c'est Amazon Amazon. et Microsoft. Et puis on rajoute Tesla, parce qu'en termes de valo, c'est plutôt le GAFTAM maintenant. Et moins 47, là où le Nasdaq fait un moins 35. Donc on regarde tous les bougies annuelles, hein, en ce moment, hein. On peut regarder tous les bougies annuelles. Bah, elles sont toutes rouges écarlates. Et moi, première sentie, c'est pas fini. On
on ira plus bas en 2023. Comment ça se passera, on verra ça un peu plus tard. Mais oui, si ces 6 valeurs-là, aujourd'hui, se cassent la figure comme elles font, il est difficile de voir des marchés repartir à la hausse, notamment dans le valeur croissance, hein, puisqu'on a bien vu que les indices value sont différents. Mais effectivement, sur ça, l'analyse est assez rapide, hein, moins 47. Hein, et j'ai fait un petit travail pour voir à quel niveau c'était revenu en termes si c'était un indice, l'indice des 6 valeurs comme ça. On est revenu sur le sommet avant Covid, ce qui n'est pas le cas du Nasdaq en lui-même. Donc voilà quoi. C'est du constat, c'est pas du futur, mais voilà. Une petite parenthèse, ce que vous avez dit sur Tesla, je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas acheteur, hein, mais Tesla, c'est costaud. Bah vas-y, précise, dis-nous. Ouais. Non, dans les GAFA, dans les grosses valeurs, c'est la seule qui propose des marges futures importantes. On est à quelqu'un qui, dans 3-4 ans, fera 3 fois plus de chiffre d'affaires. Il y a 2 gigafactories qui sont en train de se mettre en route, une en Allemagne et une en Chine. Alors, évidemment, il y a des problèmes d'approvisionnement, mais ça ne m'empêche pas d'être d'accord avec ce que tu disais, Xav, hein, sur les métaux, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais avec des marges qui vont exploser à la hausse parce qu'il y a une structure globale qui va gagner. Pour moi, Tesla n'était pas chère là où elle était. Là, elle devient carrément pas chère. Mais moi, je suis dans le travail de la croissance. Hein. Je travaille pas en value. Si on fait des calculs de value, évidemment, qu'on trouve ça cher, mais faut surtout pas acheter. Hein. J'ai pas du tout dit ça. Mais ce sera peut-être une opportunité un jour quand ça se posera, quand ça s'arrêtera de descendre, etc. Et vu la vitesse de descente, ça va encore baisser. Mais moi, c'est un dossier. Je fais pas les US, mais si je faisais les US, ce serait encore un dossier qui m'intéresserait. Voilà. Oui, c'est juste précise, hein, c'est effectivement d'un point de vue value, c'est clair que si on compare Tesla à des constructeurs historiques, on se demande comment ça peut valoir si cher. Après, ouais, d'un point de vue, bon, parce il y a que plein les de autres facteurs, constructeurs sont value, alors que lui, c'est vraiment dans le domaine de la croissance. Et donc, tu n'as pas du tout les mêmes valorisations. La valo dans le type croissance, bah aujourd'hui, ça devient pas très cher. Mais ça n'empêche pas d'être d'accord sur le fait que Musk a été voir ailleurs, etc. Maintenant, moi, je parlais du secteur global. Hein. Je pense que la voiture électrique, enfin quelque chose, une thématique d'investissement qu'on nous vend depuis un moment maintenant, qui a bien performé. Je veux dire, il y a plein de concurrents de Tesla qui ont aussi fait x10 en bourse sur les 2 dernières années et qui sont en train de se faire atomiser maintenant. Je pense qu'au vu de ce qui est en train de se passer, je vois pas ça comme un secteur qui va être extrêmement rentable dans les années à venir. C'est ça que je veux dire. J'entends tous les. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, ils vendent et ils vendront de plus en plus. Enfin, c'est mon avis. Et pourquoi, Ricardo? Pourquoi tu penses ça? Parce que tout simplement, avec une seule usine américaine, ils arrivaient à peine à livrer l'Europe, l'Asie. Aujourd'hui, on nous vend 2 gigafactories sur les 2 continents. Ça va livrer. Enfin, ça va livrer partout. Ça va livrer en Indonésie, ça va livrer partout où on voudra de la voiture. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que ceux qui sont en avance au niveau des voitures électriques, c'est quand même les Chinois et les Coréens, les Japonais. Hein. C'est la meilleure voiture électrique, c'est une Toyota, quoi. Au niveau des batteries, Alors, je pense pas que ce soit l'électrique Toyota, c'est plus de l'hybride, hein, je crois. Hein. C'est de l'hybride, ouais, mais. Ouais, c'est. Je sais pas, moi je me dis en fait, je vois ça, je trouve que c'est tellement cher. En fait, le truc c'est que je me dis, hein, globalement, je trouve ça tellement cher, même pour vendre ça après dans des zones un petit peu, comment dire, pas le tiers-monde, mais pas non plus l'Occident. Voilà, par exemple l'exemple de l'Indonésie. Je me dis pour vendre ça en masse là-bas. En fait, moi je ne vois pas comment ils peuvent rendre ça dans les conditions qui apparaissent maintenant et qui me et l'évolution du secteur tel que je le vois pour les années à venir, je vois pas comment en fait il pourrait réussir à tirer les prix vers le bas pour que financièrement on puisse massivement adopter la voiture électrique dans le futur quoi. Enfin moi je trouve que ça reste globalement très très cher et je vois pas comment ils peuvent vendre ça moins cher dans les années à venir quoi. Ouais, mais justement le piège c'est qu'en fait on cherche pas à te faire vendre ça moins cher puisque de toute façon on va interdire les autres, tu n'auras pas le choix. On est en train d'obliger, de trouver un nouveau levier pour la société. On a eu le levier, on a eu Internet, après on a eu les cryptos, etc. Et puis maintenant on a créé un nouveau levier pour créer de la consommation qui sont les voitures électriques. Et comme ça coûte trop cher, qu'est-ce qu'on dit? On dit, si tu prends pas ça, tu pourras plus conduire.
Et donc, en fait, le prix, on s'en fout. Parce que de toute façon, c'est ça ou rien. Bah ouais, non, mais on verra. Moi, En tout cas, oui, oui. ce qui est sûr, c'est que dans les constructeurs aujourd'hui qui font de l'électrique, Ah, Allô, ils allô, gagnent de plus Richard. en plus d'argent. Et... Ah, c'est bon. Ça a Ah, coupé un vous moment, m'entendez pas Richard. ça a coupé Richard, ouais. C'est pas peux grave. juste répéter? excusez. Alors, je disais, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est les seuls constructeurs, Tesla, les seuls constructeurs qui gagnent de l'argent. Alors, je sais qu'il y a de la subvention, voilà. Ah, C'est le seul qui est énormément. rentable, hein. Il y a Lucid aussi, là, qui vend pas mal de bagnoles. C'est une catastrophe économique. Enfin, voilà. Le seul qui tient la route, c'est Tesla. Après, il y a ceux qui font aussi de l'électrique, mais au sein de leur marque, hein. Je pense à des gens comme Stellantis, Et Renault, etc. il y a Porsche aussi. Mais ça, c'est Ouais. différent. C'est des business models qui sont en mutation. Donc, eux, ils ont plus de difficultés parce qu'ils ont des surcoûts. Il faut changer leur façon de travailler, etc. Là où Tesla est un pur player depuis le début, quoi. Pour moi, c'est la... si le secteur s'effondre, je suis d'accord avec toi, ça s'effondrera parce qu'on ne vendra plus de voitures électriques. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ben, c'est Tesla le meilleur. Ça se vend de plus en plus. Mais je ne dis pas le contraire. C'est les chiffres qui parlent. Moi, je regarde juste les chiffres de Tesla. Hein. Je ne dis absolument pas le contraire. Je dis juste que globalement, je trouve que c'est un truc qu'on nous a. Enfin, disons, les perspectives me paraissent pas aussi, comment dire, Ouais. euphoriques que ce qu'on pourrait, que ce qu'on aurait pu penser il y a Je quelques années. sépare mon avis personnel de ce que je vois des chiffres et des perspectives du secteur. Je suis pas fan non plus. Hein. Moi, j'ai une voiture thermique. Hein. Non, mais j'ai bien compris, t'inquiète pas. Mais voilà, les chiffres Tesla, si tu restes pragmatique, sont exceptionnels. S'il y a un dossier qui va monter dans le futur dans le monde électrique, c'est Tesla. Pourquoi l'action descend autant? Bon, pour moi, c'est l'orage parfait. C'est elle subit quand même ce que subissent toutes les valeurs, hein, la hausse des taux, etc. Ouais. Ça, c'est la première chose. Il y a quand même une baisse d'activité qui est ressentie. On a un patron qui a été se promener chez Twitter pour des choses qui me paraissent très intéressantes, mais Oui. voilà, il pêche par le fait qu'il est tout seul. Hein. Enfin, il court après des trucs partout, un peu partout. Et puis, et puis voilà, je pense que c'est l'orage parfait quand tu as le patron qui se promène un peu ailleurs, des petits soucis, notamment en Chine, l'usine s'est arrêtée, je crois, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des problèmes, on sait même pas de quoi. Voilà, c'est des enchaînements négatifs. Moi, c'est ce qu'on appelle l'orage parfait. Hein. Il y a deux types de choses en bourse. Hein. C'est l'orage parfait ou l'alignement des planètes. Bon, bah là, c'est pas du tout aligné et c'est plutôt l'orage parfait. Enfin, c'est mon avis. Mais en termes de valo, je vous le dis, je maintiens. Là, ça descend à la cave. Ça va remonter du champagne, les gars. Mais quand, je sais pas. On pourrait peut-être dire aussi que, disons, si on observe ce qui s'est passé sur Tesla les 3 dernières années, on pourrait aussi penser qu'il y a eu un effet Musk un peu à la hausse et qu'aujourd'hui, il y a un petit peu le retour de bâton, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ce qui expliquerait la forte baisse du titre là, sur les derniers mois. Et pourquoi Twitter alors? Pourquoi À moi, tu parles à moi, Denis? Non, tout le monde. Pourquoi avoir eu ce Twitter? Parce que moi, j'y crois pas quand même qu'un chef d'entreprise comme ça, qui est quand même brillant, qui décide de se faire un cadeau. Non, à mon avis, il y avait quand même une grosse idée derrière la tête. Twitter, il s'est aperçu qu'en fait, la force des réseaux sociaux avec le Dogecoin, quand il a poussé et que il avait dit, quand il avait poussé le Dogecoin, à un moment, il a dit, ça y est, je me suis payé le premier voyage de SpaceX, quand il a vendu ses Dogecoin. Alors que Dogecoin, c'est une monnaie qui était sur rien. Est-ce que c'est à cause de ça que vous pensez qu'il a acheté Twitter, ou il a vraiment une autre idée derrière la tête? Pour moi, le centre absolu c'est un génie fou. Hein. Enfin, qu'on soit bien d'accord, je me positionne pas en adorateur. La frontière est fine, hein, de toute façon, hein, entre les deux, souvent. Exactement. Pour moi, le vrai projet central, c'est Starlink. Ouais. Et si les gens veulent s'intéresser à Starlink et ce qu'est Starlink, ils comprendront que Starlink explique beaucoup de choses. À mon avis. Alors, rapidement, Starlink, c'est quoi? C'est les satellites, la téléphonie par satellite. L'idée, c'est de faire un réseau téléphonique mondial où tout le monde ne paierait pas, donc ce serait payé par la publicité. Ce qui explique que quand il a été voir la NASA pour envoyer ses satellites, il a dit mais vous êtes trop cher, vous m'enquiquinez, je vais faire SpaceX. SpaceX, c'est parce qu'il y a Starlink. Et Twitter, pour moi, c'est le contenu.
Ouais. Pour moi, c'est le début Oui, de c'est une je vais offre mettre du globale. contenu dans mon Starlink. Voilà. Pour moi, le centre de tout, c'est Starlink. Ouais. Voilà, c'est mon avis. C'était, Du c'était, coup, c'était obligé, mais c'était obligé. On n'achète pas, on dépense pas 44 milliards de dollars sur un coup de. Enfin, il y a forcément un projet, il y a une vision. Surtout quand on connaît le gars, quand même, quoi. Enfin, c'est pas. non, ouais. Donc, effectivement, c'est cohérent. Et en termes de coût, quand tu regardes, qu'est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète Pinterest? Est-ce que j'achète Facebook? Est-ce que j'achète voilà, bah, le moins cher, le plus abordable, le plus facile à acheter? Twitter. C'était Twitter. Twitter. Voilà. Mhm. Voilà. Et puis après, il fait son cinéma, là, il fait ses simagrées, mais pour moi, c'est un projet industriel gigantesque. Oui, après, le fait qu'il soit CEO ou pas, on s'en fout quelque part, c'est anecdotique. Hein. Exactement. Enfin, voilà. s'il met son beau-frère, ça change. Ouais, je veux dire, bon. Ouais. Donc, Voilà, c'est mon avis. Hein. Je sais pas si des gens sont d'accord, ils pourront Ouais, c'est commenter. c'est une bonne hypothèse. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais là maintenant comme ça, ouais, c'est vrai que ça me paraît, c'est une piste de recherche intéressante. Ah, je ferai une émission, je ferai un truc sur ma chaîne. Bah, Alors, Ciel. en parlant de ça, moi, quand j'allais en Roumanie dans mon ancien boulot, ils avaient la boîte, ça s'appelait Zap, et ils avaient un téléphone sans puce, qui était un test d'une technologie de l'armée américaine, je crois. Et il y avait un fournisseur d'accès téléphonique sans puce. Et je crois que c'était un peu comme Starlink. Il faudra regarder. Hein. Ça s'appelait Zap. Hein. C'était en 2003, 2004, 2005. Si je dis pas de bêtises. À vérifier. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais à vérifier. Après, mais, moi, je suis un passionné de ce que fait Musk, de comment il. Voilà, s'il y a un mec que je regarde avec un œil pas bienveillant, parce que, enfin, il en fait des conneries quand même. Il en dit des choses. Il en dit des Bon, choses. on va fermer la Mais parenthèse. sincèrement, très On intéressant. va fermer la parenthèse Musk Yes. parce on va parler que ça de Musk et Tesla. Apple, alors, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça peut tirer le Nasdaq par le bas? bah, ça le tire déjà. Hein. Ouais. Comme on le disait hors antenne, on casse les supports. Effectivement, d'un point de vue technique, en tout cas, on a ouvert la porte vers plus de baisse. Maintenant, moi, sur le moyen long terme, je suis un peu dubitatif. Je ne sais pas si vraiment. Alors, il faudrait faire de l'analyse technique là aussi. Je ne sais pas exactement où est-ce que pourrait se trouver le plus bas. Par contre, il y a une chose que je ne dirais pas, c'est que c'est forcément la fin d'un titan comme Apple. Apple a les moyens, a les ressources aujourd'hui, encore maintenant, hein, de pouvoir se diversifier ses activités, et l'a déjà fait, est en train de le faire. Notamment, on en parlait encore une fois en antenne, mais tout ce qui est divertissement en ligne, l'accès notamment alors aux films, aux séries, etc., aux jeux, l'industrie du gaming qui est énorme, qui pèse de plus en plus, on n'en parle pas assez hein, de ce secteur-là, mais c'est vraiment quelque chose en plein boom. Je pense qu'Apple, alors sur les 3 prochains mois, je dis pas, évidemment qu'on va certainement aller plus bas, hein, techniquement parlant, ça se recoupe, mais est-ce que sur le moyen long terme, je sais pas ce que vous en pensez, Xavier Ricardo, est-ce que Apple n'aurait pas les moyens de tirer son épingle du jeu sur le moyen long terme et, j'allais dire, faire une espèce de réallocation de ses activités, de ses ressources? Qu'est-ce que vous en Bah, pensez? moi, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense, enfin, puis c'est un fait assez évident. C'est vrai qu'ils sont un petit peu en train de se diversifier, comme tu le dis, vers de nouveaux secteurs, notamment celui du jeu vidéo et du streaming en ligne. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu comme, comment dire, c'est des coûts supplémentaires. Et je veux dire, ça demande des investissements. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que on n'aurait pas peut-être là, dans les mois, l'année à venir, surtout avec, bah, ce qui s'est un petit peu passé du côté de la Chine dont on parlera un petit peu plus tard. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être avoir une baisse de la rentabilité d'Apple à court moyen terme et ce qui pourrait induire, ou présager un fort mouvement baissier sur le titre qui reste assez bien, valorisé et qui tient, enfin je veux dire c'est la plus grosse capitalisation, au monde et donc qui tient quand même pas mal le Nasdaq à elle toute seule quoi. Ouais, Disons di disons ouais. que des GAFAM, c'est la seule, je veux dire là pour l'instant qui a pas vraiment encore fait entamé un vrai mouvement baissier quoi et comme Non, tu le non, disais Microsoft baisse pas non plus. Enfin, elle baisse un ah peu. ouais? Ah Ouais, bah moins 30. C'est celle qui baisse le moins.
C'est celle qui elle baisse moins Ouais, qu'Apple? ouais, Ok, alors en gros, tu as Apple et Microsoft qui sont à moins 30, pendant que les autres sont plutôt à moins 50, moins 60, quoi. ok. Mais après, Apple, c'est quand même plus de 2 fois plus gros que Microsoft, je crois. Enfin, enfin, c'est beaucoup plus gros que Ouais, Microsoft En tout en cas, termes c'est de sûr qu'en valorisation. termes de poids dans le Nasdaq, c'est Voilà. Apple le plus lourd, hein, c'est sûr. Oui, oui, bien sûr, non. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce que ce serait pas des éléments qui pourraient justifier une chute à venir ou une consolidation un petit peu plus moyen terme à venir d'Apple, qui, tu l'as justement souligné tout à l'heure, est en train de casser un support important. Euh, moi, D'ailleurs, ouais. d'ailleurs, on est aussi, en même temps qu'Apple est sur ses plus bas annuels actuellement, on est aussi quasiment sur les plus bas sur le Nasdaq, quoi, annuel. C'est clair, mais alors, bon, pour rester sur Apple, ce que les actionnaires payent aujourd'hui, enfin, en tout cas, ce qui explique un petit peu la baisse, c'est que avec les activités actuelles d'Apple, Apple quand même a été énormément exposé aux crises énergétiques, aux crises des semi-conducteurs qu'on a connues aussi, aux problèmes de chaîne d'approvisionnement, etc. Ça, c'est des choses qu'ils n'auraient pas, ou moins en tout cas avec de nouvelles activités comme le online streaming ou le gaming, ou etc. Donc, Mm, peut-être qu'à mon avis, les actionnaires sont en train de sanctionner le titre pour justement, à cause de ces leviers baissiers que je viens de mentionner, puis surtout le manque de visibilité à court terme. Si jamais Apple venait à concrétiser des projets, j'allais dire, encore une fois concrets, même si ça fait de la redondance, pas des choses nébuleuses comme le metaverse de Mark Zuckerberg, qui est complètement en train de miner Facebook. On pourra en reparler juste après. Je sais que Richard, tu l'avais mentionné notamment à Barcelone. Hein, on est sur une décote incroyable sur Facebook. On est à combien? Moins 70, moins 80, je crois. Je crois que c'est moins 65 sur l'année, mais Ouais, de haut en voilà. bas, il doit y avoir 75%. Ouais. Incroyable. Donc voilà, moi je pense que je suis pas en train de vous dire qu'Apple va forcément remonter du champagne de la cave, comme tu le dis si bien, Richard. Mais en tout Ouais, je pense cas, pas qu'ils vont remonter du champagne de la ils cave. ont les moyens sur le moyen long terme voilà, de retourner un petit peu, de changer de secteur, de diversifier, parce que la clé, elle est là-dedans. Hein. On le voit aujourd'hui, une année comme celle-ci, avec les crises de l'énergie, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, que ce soit les métaux rares, enfin les terres rares, les métaux industriels, etc. Ça mine complètement, effectivement, les perspectives à court terme pour Apple. Je suis d'accord. Disons Ah, que c'est disons que c'est probable d'avoir une année 2023 pas favorable sur le Nasdaq, quoi. Comme je sais pas si Richard, je crois que tu l'avais dit en début d'émission ou en off, je sais plus. J'ai fait un tweet hier qui expliquait ce qu'est le Morobuzu et on est quasiment parfait. Enfin, Ouais, ça va dépendre demain, mais globalement, on a ouvert au plus haut. Denis l'a dit au tout début de l'émission, on a ouvert au ouvert plus le haut, fermé au Nasdaq au plus plus bas. haut et on va le fermer quasiment au plus bas. Ça s'appelle un Morobuzu pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'est pas le Marubuzu. Marubuzu, c'est dans l'autre sens. Enfin, ça veut dire, c'est un signal technique annuel, quoi. c'est un signal technique clair. C'est-à-dire Clair. que la direction du marché est claire et qu'il Mm, n'y a pas eu de tentative d'aller chercher des plus hauts ou des. Ouais. Voilà. Moi, C'est. j'ai personnellement, parce qu'on parle toujours de nos victoires, mais personnellement, j'ai joué le Nasdaq sur cette fin d'année. Voilà, hein, je viens de sortir en perte. Enfin, voilà, j'ai bien géré, j'ai géré, mais j'ai perdu de l'argent parce que je voyais pas l'année finir au plus bas, quoi. Hmm. Et force est de constater que j'ai eu tort. Et le rattrapage des valeurs croissance US, il n'a pas lieu. On a clairement, on parle pas ça en macro, mais on a clairement les éléments qui nous disent que ça va être une année 2023 compliquée. Ah bah justement, si on peut étayer un peu, vous avez un peu du croustillant sur 2023 au niveau macro et géopolitique. Richard, toi qui es plutôt en géopolitique, tu as quelque chose de... Je fais autre chose que de la géopolitique, mon ami. Oui, mais bon, sur les mousquetaires, c'est toi, hein, tu sais, la géopolitique. Ici, c'est Monsieur Richard. Ouais. Non, des craintes, si on Ah, peut, si on peut deux faire petits trucs, hein, deux petits trucs. Alors, la Russie a attaqué l'Ukraine après les Jeux Olympiques Ouais, 2 jours. et la France a perdu en finale. Presque, pas loin. Si peu, j'ai Ouais, failli avoir raison de si ouais. peu. Bon, bref. Non, l'Ukraine reste un danger.
l'année prochaine, enfin, je pense qu'on peut parler de l'année prochaine. L'année prochaine, les risques géo, pour moi, il y a l'Ukraine, évidemment, puisque il a l'air de se passer ce que j'avais dit la dernière fois. Hein. J'avais dit qu'il ne se passerait rien cet hiver. C'est plus ou moins calme là. Ils sont en train de former leurs armées, leurs nouveaux militaires là, les Russes là. Je pense qu'il va se passer quelque chose au printemps. Je ne sais pas trop quand, mais enfin bon bref, ça, c'est mon avis. Mais c'est un sacré bourbier après, quand même, hein. Ça va ni dans un sens ni dans l'autre. Ça s'enlise, hein. Ouais, ça s'enlise, ouais. S'enlise, mais enfin on verra bien quoi. On verra bien ce qui se passe. Je dirais même Mais, pire que ça est en train de faudra- normaliser la guerre, quoi. Ouais, mais enfin pour moi, ce qui reste le danger, c'est quand même l'utilisation d'armes sales, dites sales, mais bon, pour moi, c'est bombe nucléaire, quoi. Ça reste une menace qui est souvent mise en avant. On verra. On verra parce que autant, Denis, l'an dernier, quand je t'avais fait cette émission où je disais qu'on allait gagner la Coupe du Monde et que l'Ukraine allait se faire envahir, j'étais assez sûr de moi. Là, je suis sûr de rien, quoi. Là, je patauge complètement. Enfin, celui qui prétend savoir, là, c'est Ah chaud. oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, on peut juste émettre l'idée, on fait attention à l'Ukraine sur cette histoire de bombes sales, etc. Si les Ukrainiens sont plus forts que ce qu'on croit, voilà, enfin, c'est vraiment compliqué de comprendre mieux que ça, quoi, les choses. Moi, j'ai un deuxième sujet sur lequel je suis très en alerte, je reste très en alerte, c'est l'Iran. Ouais. Pour moi, l'Iran, enfin, je sais pas si les gens, enfin, les caméras, elles se détournent, on n'entend plus parler, mais les mecs sont en train de tous se faire exécuter, là, les manifestants. Complètement, complètement. Et Euh, en plus, ce qui est fascinant, Richard, c'est que il n'y a pas de leader dans cette révolution. Ouais. Pour l'instant, c'est le peuple et le régime est en train d'exécuter tout le monde, des artistes, des philosophes, enfin vraiment. Ouais. C'est vrai que les médias occidentaux n'en parlent que très peu. Que très peu. C'est Je crois que j'ai vu incroyable. le Figaro hier, j'ai reçu une notif qui disait et l'Iran, où est-ce qu'on en est? Mais vraiment, ils ont titré comme ça. Je me suis dit, mais C'est moins impressionnant que ce qui se passe en Ukraine. bah, Probablement pour c'est ça. plus proche l'Ukraine. Ouais, puis on n'a l'Europe. pas les Iraniens, parce que les Iraniens, c'est des gens méchants, tu comprends, Ouais. ils préparent une bombe nucléaire, etc. Enfin, c'est Tandis vraiment de la que sémantique lamentable, quoi. Mais bon. les Ukrainiens, ils se battent contre les méchants Russes, donc forcément, Voilà. voilà. Non, mais clairement. Il y a un prisme, ouais, je suis d'accord. Pour moi, l'Iran, alors, je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas si j'ai dit sur l'émission, j'ai peut-être dit à Barcelone, je sais plus. L'Iran, c'est lié à l'Arabie Saoudite. Pour moi, les Américains font tout pour que l'Iran bascule, parce que comme les Saoudiens veulent vendre du pétrole aux Chinois et en plus veulent vendre en yuan, Ah ouais, évidemment. je pense que la pression qui est mise sur l'Iran est liée à ça et de dire bah il y a des énormes réserves de gaz et de pétrole en Iran, hein, c'est gigantesque. Ah oui, oui. Et je suis en train de me dire que les Américains aident. D'ailleurs, Starlink. Ah ouais, Starlink. Tu vois, du coup, c'est marrant. Comme pas, hein, entre nous. Hein. Et moi, je pense qu'il faut surveiller l'Iran. Un renversement du gouvernement iranien ce serait la mise en place d'un gouvernement pro-américain, hein, clairement. Et Richard. Ou un non-gouvernement, comme d'habitude, comme en Afghanistan, etc. etc. Et le problème, c'est que les Américains vont mettre quelqu'un à eux, très probablement, ou enfin qu'ils auront aidé. Ou alors il se passera éventuellement un drame en Arabie Saoudite, comme tu l'avais dit. Ah oui, moi je reste sur l'idée qu'il va se passer quelque chose. On peut pas laisser, quand on est américain, on peut pas laisser la fin du pétrodollar se mettre en place. Le pétrodollar, c'est ce qui tient le système bancaire mondial. Enfin, voilà, moi c'est mon avis. C'est pour ça, voir Elon Musk envoyer 100 Starlink en Iran, bon, voilà, oui, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des petits intérêts cachés nationaux derrière tout ça? Et voilà. Bien sûr. Enfin, c'est mon avis. En tout cas, l'Iran reste une thématique pour moi 2023. J'ai pris des notes. Hein. Il y a la Chine, mais Xav, il veut en parler pas mal. Mais moi, j'ai la Chine aussi qui me plaît bien. C'est vrai qu'il y a des choses à dire sur la Chine. Ouais. La Chine a du dossier. Hein. Ouais. Et puis, je vais émettre un truc, mais là, c'est peut-être plus pour toi, Pierre, qui va reprendre le relais. Royaume-Uni, hein, moi, j'attends une catastrophe au Royaume-Uni. Hein. Je suis désolé, mais les Écossais vont faire un nouveau, comment dire, un référendum. Un référendum pour l'indépendance. Moi, je pense que ça va passer. Je pense que ça va passer. Aller un truc dans le style effondrement du Royaume-Uni me semble tout à fait. C'est quand ça va pas bien qu'il se passe des choses qui font que ça bouscule des choses qu'on pensait pas. Et aujourd'hui, l'Angleterre va mal. Enfin, le Royaume-Uni va mal sur plein de sujets. Ouais. Et, économiques, mais aussi moral, etc. Et les Écossais, je pense que cette fois-ci, là, ils en ont vraiment marre. Quoi. C'est mon avis. Voilà, de toute façon, avec ça, on va être bien occupé. Hein. Si tout ça, ça se passe, on sera en parlant du référendum, nous on suit ça de près parce que moi j'habite en Catalogne, hein, mais déjà le fait
que le référendum, il y a eu un non massif, c'était parce qu'à l'époque, c'est Tony Blair, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. C'était Tony Blair à l'époque du référendum écossais, hein, il y a une dizaine d'années, hein, le dernier. Ah oui, tu parles pas du Brexit. Non, du référendum. Tony Blair avait quand même donné une ribambelle de promesses qui n'ont jamais été tenues. Donc en fait maintenant, le clan indépendantiste, ou séparatiste comme vous voulez l'appeler, va avoir des cartouches en disant la dernière fois on nous avait promis ça, on n'a jamais rien eu. Donc maintenant on va profiter que le Royaume-Uni a un genou à terre, comme tu laisses entendre Richard, pour donner le coup des stockades. Parce que, en fait, pour étayer ce que tu dis, il y a de plus, l'Écosse a voté absolument contre le Brexit. Oui, ah oui, c'était à 100%. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et c'est pour ça, Richard a raison, le torchon brûle depuis plusieurs années avec le reste du Royaume-Uni, mais encore plus depuis le Brexit, ça s'est accéléré, cette tendance s'est accélérée, c'est vrai. Donc pour moi, la dernière fois, ils avaient pas voté pour, mais c'était juste, pour moi ça va basculer. Et du coup, c'est une déflagration. Enfin, la reine, je crois, est enterrée sur des terres écossaises. Ouais. Donc la couronne va en prendre un coup, mais méchant. Enfin, pour moi, il y a cataclysme potentiel. Et puis pas seulement l'Écosse, parce que ça fera boule de neige. Il y aura la Catalogne, il y aura d'autres velléités indépendantistes en Europe qui vont se réveiller. Le printemps arabe, là, il y a quelques années, tu vois, ça part d'un truc, et puis après, c'est fait boule de neige, et t'en as, voilà. Et le deuxième, c'est l'Irlande. C'est l'Irlande du Nord. C'est incroyable de dire ce que je vais dire. Il y a les vieux comme moi, ils ne peuvent pas y croire. Les Irlandais du Nord qui veulent se rassocier à l'Irlande. C'est un truc de fou. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un peu fou. Quand on connaît le passif entre les deux régions, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Donc, mais en attendant. Ouais, ce serait bien de remettre un peu en scène les problèmes qu'il y a au Royaume-Uni, Pierre. C'est-à-dire qu'en fait, depuis Johnson, on ne sait même plus comment ils s'appellent, en fait, ceux qui sont venus après. Il y a eu Cameron qui a démissionné après le Brexit. On a eu Theresa May qui a repris derrière lui. Après, on a eu Boris Johnson. Et là, on a Rishi Sunak. On est quand même sur 4. Ouais, mais entre les deux, il y a eu 2 semaines. Oui, pardon, il y a eu Liz Truss, effectivement, tellement anecdotique que je l'avais zappé. Liz Truss, pendant 45 jours, elle avait gagné les élections d'ailleurs du Parti conservateur devant Rishi Sunak. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a repris après sa démission. C'est en fait le plus gros problème parce qu'évidemment qu'il y a des soucis économiques au Royaume-Uni. Ils ont une croissance atone, hein, on est à 1,9%. Ils ont des taux d'inflation records qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. On est à près de 11%, 10,7%. Ils ont une balance commerciale clairement déficitaire encore. Ils ont un graphique de la dette gouvernementale par rapport au PIB qui est, alors là, on en reparlera quand je parlerai des États-Unis tout à l'heure, mais qui est sur des records aussi. Donc ça, c'est les problèmes économiques qu'on retrouve, qui sont exacerbés par rapport à certains pays européens, c'est un fait, mais qui restent dans la tendance globale de ce qu'on a cette année, j'allais dire. Hein. Les niveaux d'inflation records, il n'y a pas qu'au Royaume-Uni qu'on les a, par exemple. Par contre, ce qui différencie un petit peu ce qui se passe sur le Royaume-Uni de ce qui se passe du reste du monde, c'est ce chaos politique qu'on a. Rendez-vous compte, on a 4 premiers ministres qui ont démissionné. Et à chaque fois, c'est des élections qui sont faites chez les Tories. Donc en fait, c'est quoi? C'est 0,60%, je crois, de la population totale du Royaume-Uni qui vote à chaque fois. C'est pas une élection c'est pas une general election ou comme on appellerait en France une élection présidentielle où tout le monde vote. Là, c'est une élection du parti, d'accord? Donc c'est un chaos politique, et ce chaos politique qui dure depuis des années, qui dure depuis le Brexit, évidemment, mécaniquement, il inspire de la défiance de la part des ménages, des consommateurs, des business, des entreprises, et ça se ressent. Ça se ressent dans l'activité, dans le tissu économique du pays. Donc c'est pour ça, moi, quand j'entends Ricardo me dire que l'Écosse va sortir, j'ai pas envie d'y croire parce que je me dis que dans le tissu du Royaume-Uni, il faut comprendre ça. Il y a le Pays de Galles, il y a l'Angleterre, il y a l'Écosse pèse énormément économiquement dans le tissu économique du Royaume-Uni. C'est notamment par rapport au marché pétrolier, etc., de l'énergie, etc. Ça pèse énormément. Et je vois mal, bien que l'Écosse soit pro-Europe et que l'Écosse tire la gueule, entre guillemets, depuis un moment, mais encore plus depuis le Brexit, qui a été une décision qui, comme le disait Ricardo tout à l'heure, a été prise
assez unilatéralement par des électeurs, on va dire, d'une tranche d'âge assez âgée, on va dire, et surtout présent en Angleterre, et je veux dire, l'Écosse a massivement voté pour rester dans l'Union européenne. Donc, il y a un désaccord qui existait déjà avant le Brexit, mais qui s'est prononcé depuis le Brexit. On voit vraiment les Écossais qui subissent, on va dire, les choix faits par Londres, entre guillemets, même si, encore une fois, Londres avait massivement voté pour rester dans l'Union européenne, mais c'est vraiment les zones plus rurales autour de la capitale qui avaient voté à sortir de l'Union européenne. J'ai du mal à voir Londres laisser partir l'Écosse sans rien faire. Ouais, mais en fait le ciment de Royaume-Uni, c'est quand même la royauté. Donc, c'est la reine d'Angleterre qui meurt. Est-ce qu'il a les reins assez solides c'est là où je rejoindrais plutôt Richard. Moi, je dirais, pour moi, on va c'est la avoir. royauté qui tient tout, mais je le vois pas, Charles. Je le vois pas au niveau, quoi. Mais c'est Moi, son fils qui reprendra. J'irais jusqu'à dire potentialité d'abdication du Charles. Alors, tu sais quoi, moi, c'est marrant, Richard, que tu dis ça, parce que moi, je pensais qu'il aurait abdiqué tout de suite. Ouais. Mais pour moi, ça sera le roi le plus court de l'histoire. On a eu la reine la plus longue de l'histoire, maintenant on va avoir le roi le plus court de l'histoire. Je pensais qu'il aurait abdiqué tout de suite et il aurait dit, bon, bah là, je suis trop vieux, je laisse ça à mon fils. Ouais. Et en fait, ça s'est pas fait, effectivement. Faut se rappeler une chose, c'est que, après, c'est pareil, je suis assez vieux pour ça, mais les histoires de Lady Di, etc., les Anglais ne l'aiment pas tant que ça, hein. Faut pas dire ça, hein. C'est pas vrai, hein. Ils aimaient bien la reine et ils adorent le fils. C'est William, je crois. C'est William. Et Charles, il l'aime pas. Il l'aime pas. Charles, et puis en fait, il y a cette affaire d'infidélité. Avec voilà, c'est ça, ça repart. Donc, si tu veux, globalement, après, ça fait un peu discussion de comptoir, mais en même temps, c'est loin d'être con de dire qu'un jour, notre Charles, là, il va être obligé de sauter. Surtout si l'Écosse fait sécession. Alors là, regardez la fin de la royauté en France, hein, après le règne de Louis XIV, qui a régné très longtemps. On a eu. Non, pas fin de la royauté, mais abdication du roi. Moi, je la vois bien, quoi. Moi, j'ai du mal à voir Londres laisser l'Écosse sortir, mais depuis le Brexit, je suis plus sûr de rien. C'est vrai que le Brexit, je le voyais pas arriver. Je le reconnais, hein, à l'époque. Et d'ailleurs, personne ne le voyait arriver. Sauf les sondages. Les sondages, je le voyais arriver bizarrement. Et je me suis dit, non, mais j'écoute pas les sondages, machin, tout ça. Et au final, boum. Donc là, c'est pour ça. On s'est pas dit qu'un matin, on se réveille pas après le référendum, là, sur le sujet, justement, du Royaume-Uni qu'on aura en Écosse prochainement. C'est pas dit qu'on n'ait pas des surprises. Donc, c'est pour ça, Richard, j'ai pas la même anticipation que toi, mais quand même, j'avance avec beaucoup de prudence parce que ça reste un scénario très possible. L'histoire, voilà, scénario, moi, c'est mon avis. L'histoire, scénario, c'est un scénario. Je suis d'accord. Et la conséquence sur les marchés, ce serait quoi si ça se passe? Ah bah là, c'est la fin. Je veux dire, si le Royaume-Uni perd l'Écosse, déjà que ça va très mal économiquement, parce que qu'est-ce qui fait les marchés? On va recentrer un peu le débat, mais les marchés, c'est les investisseurs qui le font. D'accord? C'est les investisseurs qui achètent, qui vendent. C'est l'intérêt des investisseurs. Et d'ailleurs, on le voit très bien cette année, notamment en Chine. Hein, on en reparlera d'ailleurs juste après avec Xavier. Mais pourquoi il y a un désintérêt pourquoi le marché baisse en Chine? Parce qu'il y a un désintérêt des investisseurs pour les actions chinoises et qui est expliqué par toute une série de facteurs. Ce sera la même chose avec le Royaume-Uni. C'est déjà en train de se produire d'ailleurs avec les données économiques que je viens de vous donner, et puis surtout la défiance vis-à-vis de la classe politique qu'on a au Royaume-Uni. Donc, si l'Écosse sort, bah, ça traduit, j'allais dire, une incapacité de Londres à maintenir justement non, pas une féodalité, une fédération, on va dire. Une union. Ouais, une union, voilà, merci. Et donc, ça traduit une impuissance des politiques par rapport à ces questions-là. Et après, s'ensuit toutes les conséquences économiques. Et les investisseurs iraient où alors? Outre-Atlantique, en Europe? Ah bah toi, tu es investisseur, Denis, tu vois l'Écosse sortir, tu connais la situation qui est au Royaume-Uni depuis le Brexit. Même pas, je te parle pas depuis 20-30 ans, hein, mais rien que depuis le Brexit, tu vois ce qui se passe au Royaume-Uni. Si en plus, là, tu vois l'Écosse qui sort en 2023, tu as envie de foutre ton pognon dans des actions britanniques, toi? Non, pas du tout. Mais au niveau mondial, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce qu'il y aurait un effet domino? C'est un peu ma question. Est-ce que le désintérêt des investisseurs pour les valeurs anglaises, parce qu'il faut rappeler que la City, c'est le centre du Forex, hein, c'est ce que me disait. Oui, Forex, regarde la tête de la livre sterling. Il n'y a pas que ça, Denis. Il y a la monnaie, puis il y a la dette. Hein. Ah oui. Faut payer les dettes. Hein.
et tu perds l'Écosse pour payer les dettes, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, ça va. Non, mais l'effet systémique est potentiel. Je dis pas qu'il Mhm. existera, faut pas être catastrophiste. Hein, moi, je suis plutôt pas trop négatif pour l'année prochaine, mais le risque, il peut être vraiment avec un enchaînement de choses. C'est vrai que ça peut aller vite, ça peut s'emballer vite. Ouais. Puis en plus, il y a le risque de l'Irlande aussi. Ça peut, Oui, voilà, ça peut donner des idées, c'est beaucoup. effectivement. Hein. Ouais, mais l'Irlande, c'est au niveau économique, l'Irlande du Nord, c'est quoi? C'est 2 millions d'habitants? Même pas? Oui, mais c'est un symbole, là. C'est ça, ouais, mais. L'Irlande, quand on connaît le passif entre l'Irlande du Nord, enfin ce que Richard disait en fait juste avant, hein, C'est c'est incroyable de voir des gens dire ça, juste le dire. Ils vont pas le faire, je pense pas. Mais le dire, rien que le dire, c'est de la folie. C'est aussi cataclysmique que la chute du mur de Berlin. C'est un truc de fou, moi. Voilà. Mhm. le monde change. Enfin, je sais pas, l'Irlande, c'est des pigs, hein, donc c'est. Je sais pas, hein. C'est peut-être pas aussi important que l'Écosse, enfin, je sais pas. Ah, l'Écosse, c'est vrai que c'est un gros poids. C'est un poids lourd vraiment dans l'économie britannique. Ça, c'est certain. Et puis, une des choses qui me fait dire, alors là, on rentre dans le ressenti personnel, qui est le mien d'ailleurs, parce que j'habite là et que je vois un petit peu le traitement que font les médias, etc. Mais un argument qui irait dans le sens du scénario évoqué par Ricardo, à savoir une sortie de l'Écosse du Royaume-Uni, c'est que je trouve que Londres euh, parle avec beaucoup de condescendance au sujet de l'Écosse. Ils Voilà, ont la dernière tendance fois à... aussi, hein. Comment elle s'appelait, l'indépendantiste écossaise je me souviens plus. Nicola Sturgeon, Je sais plus comment elle s'appelle. ah bah ça c'est de l'info, Denis. Merci, hein. J'ai plus son nom. Ouais. Ah, je rigole. Sturgeon, Non, non. Sturgeon, c'est ça, Sturgeon, ouais. Ouais, c'est Sturgeon. Et Sturgeon, Elle, ouais, elle c'est est ça, Sturgeon, ouais. très européiste et en fait, à chaque fois que elle émet des doléances envers Londres, etc., Londres a tendance à moucher, on va dire, les doléances écossaises, les ambitions écossaises, les menaces même écossaises de rejoindre le marché européen, etc., etc. Ils ont tendance à dire non, non, mais voilà, vous êtes gentil, vous restez dans votre coin. Un jour, il y a moyen que, enfin, c'est possible que les Écossais en aient marre. En plus, sans compter sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues aussi. Ouais. Enfin, ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Il suffit que l'Europe fasse un petit appel du pied à l'Écosse et peut-être que ça peut passer. Hein. Alors, il y aura, c'est ce qui se passait en Catalogne, hein. Avant de rentrer en communauté européenne, on rentre dans le groupe Islande, Norvège, Suisse, c'est encore la Coupe du Monde. Islande, Norvège, Suisse, qui ont des accords commerciaux spéciaux avec Ouais. l'Union européenne, hein. L'AEL s'appelle. AELE. L'AELE. L'AEL, ouais. Là, pour l'instant, ce qu'il y a sur la table au niveau britannique, c'est on parle beaucoup des accords avec le Canada. Le Royaume-Uni est en train de négocier, a déjà négocié Commonwealth. des accords avec le Japon. Ouais. Alors, il veut, en fait, depuis le Brexit, c'est un peu la volonté qu'a le Royaume-Uni justement de renouer, de revitaliser les relations avec les pays du Commonwealth. Et c'est vrai que ils ont déjà signé leur. En fait, ils essaient de jouer leur carte, de trouver des partenaires autres que l'Union européenne. À l'époque de Trump aux États-Unis, il avait été fait mention justement d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ils ont réussi à signer un accord de libre-échange avec le Japon. Et là, ils sont en train de signer vraiment quelque chose de gros avec le Canada. Enfin, ils sont en train de le signer, ils sont en train de le négocier. Ce qui pourrait d'ailleurs ouvrir la porte au marché canadien, justement aux industries britanniques. Maintenant, en fait, c'est juste des tentatives du Royaume-Uni à se trouver de nouveaux partenaires commerciaux. En fait, c'est pour ça que moi j'étais contre le Brexit, parce que c'est tellement naturel d'avoir l'Union européenne comme premier partenaire commercial pour le Royaume-Uni. C'est tellement, on est fait pour ça. C'est dommage que ça ne soit pas fait finalement, mais c'est aussi bien, c'est comme j'entends, je fais une petite parenthèse, mais j'entends des gens parler en ce moment, c'est un peu la tendance quand on parle, on essaie de trouver des exoplanètes, où est-ce qu'on pourrait envoyer l'humanité dans des dizaines, des centaines d'années, etc. Mais alors que l'humain est fait pour vivre sur Terre en termes de gravité, en termes de tout, de température, notre corps humain est fait pour être là. L'Union européenne est faite pour être le premier partenaire du Oh, c'est Royaume-Uni. beau. Ouais. Ah, c'est beau. Donc beau. bref, je sais pas, c'est pour ça,
Je vois pas ce scénario arriver là tout de suite. Je parle de la sortie de l'Écosse, mais Richard a peut-être raison et peut-être en train d'annoncer quelque chose. Depuis le Brexit, tout est possible, hein. On l'a vu, ça s'est fait. Donc attention, moi je pense que Londres a tout intérêt à faire attention à la communication qu'il fera, qu'ils feront avec le peuple écossais dans les mois à venir, parce qu'effectivement c'est potentiellement une bombe à retardement.